Donc, cinquième essai de Filiconi pour aujourd'hui, cinquième et sixième. Le premier que je vous propose, c'est celui que vous avez devant les yeux. C'est une fresque réalisée par Gian Domenico Tiepolo, qui a été réalisée en 1791. Gian Domenico Tiepolo est né en 1727 et il meurt en 1804, là où il habite, à côté de Venise. Cette fresque a été réalisée donc dans la villa familiale qu'il a hérité de son père, qui est donc son père qui est Giambattista Tiepolo. Il en hérite de son père et il l'aura jusqu'à la fin de sa vie. Et cette villa, elle est à Gianigo, dans la ville de Mirano, à côté de Venise. Gian Domenico Tiepolo a donc passé un certain nombre de temps entre 1759 et 1797 à recouvrir sa villa privée de fresques qui vont toutes tourner autour d'un personnage central, celui que vous voyez sur la fresque à l'extrême gauche, qui est évidemment Pulcinella ou Polichinelle. On y reviendra tout à l'heure et je vous dirai un certain nombre de choses autour de ce personnage. Ce qu'il faut comprendre, alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette fresque est déjà assez grande. Cette fresque fait 5,05 m sur 2,05 m et qu'elle a été extraite de la villa au tout début du XXe siècle et qu'elle existe aujourd'hui dans un des musées de la ville de Venise, qui est la Carrezzonico, qui est le musée du XVIIIe. La deuxième chose qu'il faut comprendre et qui est extrêmement importante, c'est que, je vous disais, Gian Domenico Tiepolo va recouvrir sa villa de fresques donc entre 1759 et 1797. Il faut savoir que 1797 est une date qui est importante puisque le 12 mai 1797, la Sérénissime République de Venise va prendre fin. Après 1100 ans d'existence, la Sérénissime est finie et le Doge remettra les clés à Napoléon Bonaparte. Et ensuite de ça, Napoléon donnera les clés de la ville à l'Autriche. Et donc, il y aura une sorte de suspension, enfin, la fin absolue de la Sérénissime, et puis une sorte de moment assez étrange pour les Vénitiens qui seront sous la domination des Autrichiens. Donc, il faut imaginer donc déjà que toute la réalisation du cycle de fresques est durant cette période assez étrange, qui est une période qui est donc évidemment la décadence fondamentale de la Sérénissime jusqu'à cette reddition complète le 12 mai 97, la même année où il va finir le cycle de fresques. Cette fresque est achevée en 1791. Il y en a d'autres versions antérieures qui existaient. Il y en a une qui date de 1765 et qui est conservée au musée des Arts décoratifs de Paris. Et il y en a deux autres qui sont conservées, une dans une autre villa vénitienne, et une autre version qui est conservée à Madrid, dans une collection privée. Celle-ci date donc de 1791. 1791, et c'est là où c'est extrêmement important pour la compréhension de cette fresque. 1791, on est l'année extrêmement importante puisque c'est une des années fortes de la Révolution française. Et on est à 2 ans du déclenchement de la Révolution française. Et qu'il y a quelque chose dans l'ensemble de ce cycle de fresques sur la compréhension d'un moment historique assez important pour Tiepolo, qui est donc la fin d'un monde, la compréhension qu'il y a un monde qui est en train de se finir et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui est précisément le titre de cette fresque. Le titre de cette fresque s'appelle Il Mondo Nuovo, donc le monde nouveau. Donc je vous expliquerai comment elle fonctionne et ce que ça signifie. Ce Mondo Nuovo, ce monde nouveau, c'est évidemment la question d'un futur. Futur politique assez incertain, futur politique assez compliqué, et en même temps la nécessité d'ouvrir à ce nouveau futur. Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, c'est ça que je vais essayer de montrer et d'émettre des hypothèses sur cet ensemble et sur cet objet. Donc, je le répète, cet objet fait 5 mètres, 5,25 m de long, même très exactement, sur 2,05 m de haut. Il a été assez fortement détérioré par l'humidité, puis il a été restauré évidemment au XXe siècle, et c'est la version à peu près clean que vous voyez aujourd'hui, qui est conservée à la Carrezzonico. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette fresque? Vous voyez un ensemble, une foule, une petite foule, dont la totalité des personnages de cette foule sont de dos. Alors, il y a donc 4 personnages un peu étranges qui s'en détachent. Il y a exactement au centre, alors qui est exactement pile au centre du tableau. Pourquoi je n'arrive pas à voir ma seconde image? Alors, on va le faire autrement. Voilà.
qui est pile au centre du tableau. Vous voyez sur le point rouge, sur l'épaule d'un des personnages, vous avez au centre le seul personnage qui regarde le spectateur et la spectatrice, qui est un jeune garçon, qui est celui qui fait l'interface entre les deux. Vous avez 3 autres personnages qui sont vus de profil. Vous avez probablement la représentation de Gian Domenico Tiepolo qui est ici, la représentation de son père, Giambattista qui est ici, et l'autre personnage qui est de profil, dont on reparlera tout à l'heure, qui est évidemment Pulcinella, ou autrement dit Polichinelle. Donc on y reviendra et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Tous ces personnages sont habillés à la mode du XVIIIe, donc on est évidemment encore dans un temps qui est inscrit de celui du XVIIIe, et tous ces personnages tournent le dos au spectateur, et tous ces personnages sont en train de regarder quelque chose que eux voient en tant que spectateurs dans la fresque, mais que nous ne voyons pas en tant que spectatrices ou spectateurs de la fresque. C'est-à-dire que l'objet de leur regard est caché pour nous. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose que nous ne voyons pas et que nous ne verrons jamais puisque nous n'avons pas la possibilité de voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce tableau? Il se passe une chose qui est qu'il y a un personnage que vous voyez debout, qui est celui qui est monté sur le petit tabouret, qui est donc ce qu'on appelle vulgairement un bonimenteur, et qui a un petit bâton noir et qui est en train de montrer derrière ce qu'on appelle un diorama. Alors le diorama, qu'est-ce que c'est? Le diorama est une sorte de à dire télévision. C'est une sorte d'image en 3D dans lequel vous avez l'image qui est reconstituée, c'est-à-dire quelque chose refabrique une image avec des décors et quelque chose qui est en 3D, toujours un personnage en 3D. Et puis vous déplacez les décors au fond qui vont changer en fait le contexte d'apparition des images qui sont à l'intérieur. Et donc, le diorama que présente ce bonimentaire, c'est un diorama qui s'intitule évidemment, donc de manière tautologique avec le tableau, Il mondo nuovo, c'est donc un monde nouveau. Et ce que le bonimentaire montre, c'est probablement des images fantasmées ou reconfigurées de ce qui pourrait être un futur. Alors, ça, c'est donc la première chose, c'est donc cette chose, c'est le sujet de ce tableau, c'est-à-dire l'idée de montrer un futur. Futur que nous ne voyons pas. Nous, spectateurs et spectatrices du futur, nous ne voyons pas ce qui est contenu dans l'image. En revanche, les spectateurs le voient et de cette manière-là tournent définitivement le dos et bloquent la confrontation à l'image. C'est-à-dire c'est une image que je trouve assez saisissante de cette idée d'un futur qui est bloqué par une suite de personnages qu'on ne voit que de dos et qui ne se montrent que de cette manière-là. Petite chose extrêmement importante pour arriver à comprendre la chose, c'est-à-dire que le titre du tableau, c'est Il mondo nuovo, donc on traduit littéralement par le monde nouveau, et surtout pas à l'inverse, le nouveau monde. C'est-à-dire que le nouveau monde indique depuis 1503, indique ce qu'on appelle par symbole, ce qu'on appelle les Amériques, c'est-à-dire une chose qui a été loin et qui a été découverte, et que nous on appelle le nouveau monde, mundus novus. Et là, il ne s'agit pas de ça, hein. Il ne s'agit pas du nouveau monde, il s'agit d'un mondo nuovo, c'est-à-dire d'un monde nouveau. Ce que montre le bonimenteur n'est pas une image des Amériques, évidemment, mais c'est l'image du futur. C'est précisément ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est là où toute la différence se situe. C'est-à-dire qu'il ne montre pas un autre monde qui n'existe pas, il montre simplement quelque chose, de la possibilité d'un futur, et évidemment un futur qui est une grande question pour Giambattista Tiepolo, pour Gian Domenico Tiepolo, puisque c'est toute la question en 1791 d'un monde qui s'effondre, donc ce monde qui nous tourne le dos, habillé à la mode du XVIIIe siècle, qui nous tourne le dos, et qui est en train d'occulter ce qui pourrait être un futur, mais qui au moment même où Gian Domenico peint un futur qui est inconnu et qui ne peut pas encore avoir une image. Évidemment, je trouve qu'on y voit dans cette peinture l'idée absolument symptomatique de ce qui est la relation que nous entretenons, nous, avec l'image, c'est-à-dire une image comme relation de fascination qui nous fait tourner le dos, évidemment, à la réalité politique et la réalité sociale. C'est-à-dire que ce que nous montre le peintre de manière parodique, ce ne sont que des épaules qui tournent le dos à la réalité politique de leur siècle et pour autant regardent l'image d'un futur qui les fascine beaucoup plus que la réalité matérielle de ce qui les intéresse. Deuxième chose, pour comprendre cette image, c'est-à-dire si on retravaille sur la question de la structure générale de l'image, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette structure, sauf 2 petites choses. Bon, vous avez un centre qui est sur le point rouge et vous avez en fonction de la perspective, si vous suivez le bâton du bonimenteur, vous avez une seconde ligne qui se crée mais qui insiste très lourdement sur ce dispositif central
et donc c'est-à-dire autour du regard de l'enfant et autour d'un autre personnage qui devient important, qui est cette femme avec un habit orange. Je reviendrai sur la question des couleurs qui sont importantes tout à l'heure. Ce qui est important aussi de considérer, c'est que c'est cette femme qui devient le nouveau centre, c'est-à-dire c'est pas simplement l'homme habillé en tunique du 18e, mais c'est cette femme qui arrive au milieu avec la tunique orange, qui répond à l'autre femme qui est avec la tunique bleue, c'est-à-dire que là, on est sur la question des classes populaires. Représentation des classes populaires comparée à d'autres classes de la bourgeoisie ou de l'aristocratie qui sont sur l'autre côté, c'est-à-dire que ce qui devient le point central du tableau, c'est une représentation des classes populaires liées au reste des classes, mais qui sont évidemment à égalité, au même plan d'égalité, devant cette image du futur et devant cette image d'un monde nouveau. Et évidemment, ce monde nouveau, Gian Domenico peut pas non plus le configurer, mais il le présuppose. Ce monde nouveau, on est en 91, Louis XVI vient d'être décapité. Il y a quelque chose qui ouvre évidemment à la tenue d'une autre représentation politique et d'un autre système de représentation et de valeur. La seconde chose qu'on peut regarder dans ce tableau, c'est qu'il y a, me semble-t-il, une structure du tableau qui est faite à partir des deux drapeaux. Alors un drapeau rouge et un drapeau jaune, qui sont évidemment les deux couleurs de la Sérénissime. Si vous regardez le tableau, le drapeau de la Sérénissime, c'est toujours d'or et de rouge. Donc vous avez évidemment les deux tableaux, les deux couleurs qui signifient les couleurs de la Sérénissime République de Venise, qui est donc en train de mourir. Hein. On est à 6 ans de son extinction et de sa mort définitive. Elle est en train de mourir, mais elle est là. Qu'est-ce que font ces deux drapeaux? Ces deux drapeaux, à mon sens, ils distribuent le tableau en 3 parties. Une partie la plus large, qui est la partie de droite, qui contient évidemment le peintre et son père, et qui contient cette masse de foule, qui est à la fois un mélange de classes sociales, qui sont évidemment, au fond, la seule vraie image de ce qui est le sujet du tableau. C'est-à-dire, au fond, voilà, c'est une histoire c'est un problème de spectateur et un problème de ce que nous regardons sur le monde et de la manière avec laquelle nous regardons. Mais, il y a 2 espaces qui lui sont conjoints. Le petit espace central, qui est donc découpé par les 2 lignes des mâts des drapeaux, qui, à mon sens, est extrêmement important, où tout d'un coup, vous vous rendez compte que le bonimenteur est exactement à la même place que cette église et cette coupole. C'est-à-dire que est montré au centre, en fait, les 3 grandes fonctions, ce qu'on appelle, moi, les fonctions doxiques, c'est-à-dire les rapports de croyance et d'autorité. Le pouvoir, la relation théologique à l'ordre et au pouvoir, et évidemment le bonimenteur, qui n'est pas autre chose que n'importe quel opérateur du pouvoir ou n'importe quel prêtre ou n'importe quel officiant qui vient montrer effectivement la puissance d'une image ou la puissance doxique d'une image. Je crois que c'est extrêmement important de le considérer à l'intérieur du tableau, de considérer que le centre, c'est cette relation où, comme par hasard, le bonimenteur est exactement sur l'image de l'Église. Il en est au même endroit, puisque c'est la même chose, c'est-à-dire le fait de faire adhérer à un rapport de croyance et de faire adhérer à une puissance particulière de l'effectivité d'une image. Évidemment, alors là aussi, on pourrait en parler pendant des plombes. Évidemment, ce bonimenteur, encore une fois habillé absolument à la mode du XVIIIe siècle, ce bonimenteur est sur un escabeau, pas un escabeau, pardon, un tabouret. Alors le tabouret, évidemment, là évidemment aussi encore, c'est pas simplement pour le faire en sorte qu'il soit plus haut que les autres, c'est aussi une représentation très importante dans la peinture occidentale, c'est que le tabouret a une fonction, si vous voulez, emblématique ou symbolique transcendantale, c'est-à-dire que le tabouret, c'est évidemment à la fois ce sur quoi vous vous asseyez, mais ce sur quoi vous montez, parce qu'en fait, il a quelque chose d'une élévation. Je vous renvoie par exemple à cette peinture du Caravage, où on voit, pas Saint-Pierre, mais j'ai oublié, mais bon, peu importe, mais vous voyez très bien qu'il est conservé à Saint-Louis des Français, où il a le genou posé sur le tabouret est en équilibre. On est donc sur quelque chose de cette représentation. Le tabouret est à la fois une image de la transcendance et à la fois une image de l'instabilité du monde. C'est-à-dire, voilà, il y a un truc vers quel monde on va basculer. Et là, évidemment, il est le signe indicateur entre ce monde du présent qui est la décadence vénitienne, et ce monde la possibilité d'un futur ou d'un autre monde qui est il mondo nuovo. Et puis, vous avez le troisième espace, qui est le dernier, l'extrême gauche, qui est l'espace le plus fascinant, enfin moi qui m'intéresse le plus, évidemment parce que, alors on a 3 choses importantes dans cet espace. On a le palco, c'est-à-dire cette sorte de palissade un peu abîmée,
Et cette palissade qui prend la totalité de l'espace, hein. Si vous vous concentrez que sur cet espace, vous avez ça. Vous avez que ça, cette espèce de grande palissade, et qui devient effectivement un fond de scène. Ça devient un espace, évidemment, de la dramaturgie et un espace du théâtre. Deuxième chose que vous voyez dans cet espace, vous voyez deux personnages assez étranges avec des costumes qui sont, enfin, des costumes ou des coiffures qui sont presque caricaturales. À la fois cette perruque qui est donc une perruque en style ancien, qui est la perruque blanche. Donc là, on est vraiment ça sur le milieu du XVIIIe siècle. Donc on est à l'ancienne. Et puis cette sorte de coiffure plus ou moins un pic qui vient avec le tricorne, qui est donc cette idée. Alors vous avez plusieurs tricornes dans le tableau, qui est donc cette coiffe qui est à la fois le signe du XVIIIe siècle et à la fois l'ouverture à un monde nouveau qui est en train de s'installer. Et la troisième chose que vous avez comme personnage, vous avez donc à l'extrême gauche, vous avez Pulcinella, ou dit en français Polichinelle, qui est donc une grande figure de la Commedia dell'arte, qui est toujours représentée, donc bossu, con les due gabbe, c'est-à-dire les deux bosses, la bosse dans le dos et la bosse du ventre, puisqu'il est toujours un peu gros. Il est toujours habillé avec una maschera, c'est-à-dire un masque derrière lequel il n'a quasiment pas de visage, et toujours ce chapeau plus ou moins pointu. Et vous voyez, chose évidemment, moi j'aime beaucoup, mais cette sorte d'ajout qu'il a, c'est-à-dire cette fourche. Il est souvent représenté avec una gratella, qui est une sorte de grille pour faire griller les saucisses, ou sinon il est représenté là avec une fourche et avec un macaroni au bout, puisqu'on sait que Pulcinella est un grand amoureux de... Pulcinella a toujours faim, toujours une représentation de la faim, et qu'il est, évidemment, puisqu'il provient évidemment de la culture napolitaine, et qu'il est évidemment un grand mangeur de macaroni. Je vous lirai un extrait tout à l'heure qui vous montre cette chose. Alors évidemment, qu'est-ce que Polichinelle vient faire ici? Alors c'est un des lieux centraux pour Gian Domenico Tiepolo, c'est-à-dire que pendant des années et des années, donc de 59 à 97, il va couvrir sa maison de représentation autour de Polichinelle, et il va même réaliser un ouvrage qui sera fait jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, qui sera un divertissement pour jeunes enfants autour de Polichinelle. C'est-à-dire c'est une série de 140 dessins au milieu duquel Gian Domenico va écrire une sorte de dialogue entre lui et Polichinelle, et qui va lui permettre de dire un certain nombre de choses. Alors la question, c'est à quoi servent toutes ces choses-là? Eh bien, ça sert en fait à montrer une des choses centrales, qui est que Pulcinella, est l'exemple de l'instabilité. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur Polichinelle, etc., mais concentrons-nous au moins sur une. Il provient de la Commedia dell'arte napolitaine, et il est cette figure qui est une sorte de caricature du personnage plus ou moins grossier, classe populaire, etc., qui est à la fois la représentation de l'espace de la disgrâce, de la pauvreté, et de deux autres choses qui sont extrêmement importantes pour comprendre le rôle de Polichinelle: la ruse et l'extrême gourmandise. Voilà, il y a donc un truc qui est une sorte d'hyper-présent qui est concentré autour de tout ça. Alors vous avez un ouvrage qui a été publié par Giorgio Agamben, qui a été publié il y a quelques années sur Polichinelle et sur les fresques évidemment de Tiepolo. Et je vais vous lire juste très rapidement une petite citation de Benedetto Croce sur Polichinelle. Benedetto Croce écrit la chose suivante: Polichinelle ne désigne pas un personnage artistique déterminé, mais une collection de personnages qui relie seulement un nom et, jusqu'à un certain point, un demi-masque noir, une casaque blanche et un gros chapeau à pointe. Ces personnages s'appellent, selon une manière de dire assez impropre, des types comiques. Mais comment peut-on prétendre définir des collections mises ensemble au petit bonheur la chance et à partir d'indices aussi extérieurs et superficiels? Si l'on veut déterminer ce que ces personnages ont en commun, on court le risque, à procéder par élimination, qu'il ne nous reste dans les mains qu'un nom et peut-être même un habit. Voilà, ça c'est la définition que donne Benedetto Croce de ce qu'est la représentation de Polichinelle. Polichinelle ne doit pas être compris comme une personne, mais doit être compris comme un assemblage hétéroclite et fondamentalement instable de ce qu'est l'expérience du monde et de la modernité. En tout cas, je crois que, à partir de ce qu'on connaît du divertissement que produit Gian Domenico et de Polichinelle, je vous cite un autre petit exemple très drôle
d'un fragment d'un texte entre les deux. Gian Domenico dit la chose suivante. C'est donc un dialogue, c'est donc le texte que Gian Domenico écrit, ce dialogue qu'il écrit entre lui et Polichinelle. Gian Domenico écrit la chose suivante. C'est donc le peintre qui parle. Ce que j'attends de mon passé, la mémoire est l'art de ne pas faire finir le passé, et la mémoire est la mère des muses. Tu sais, moi je ne voulais pas la vie, je voulais plus que la vie, je voulais l'indestructible, et c'est pourquoi je peignais. Mais quand la vie finit ou qu'elle est sur le point de finir, c'est comme si l'indestructible était sur le point de perdre son unique appui. Tu as raison peut-être, maintenant je veux ton sourire, qui ne soit pas à cause de ton masque, je veux regarder l'indestructible, je veux le regarder avec les yeux qui ne voient que des gnocchis et des macaroni. Et oui. Et donc, Polichinelle répond, je vous épargne la lecture en napolitain, il répond, j'ai compris, tu veux l'éternel et tu ne sais que je le suis, c'est pourquoi une fois tu m'as représenté en Jésus-Christ. Gian Domenico répond, exactement, tu es l'éternel qui ne vient ni avant ni après, mais dans le temps, quand tout est ou semble fini. C'est pourquoi tout ce qui est dans le temps, en toi, devient léger, tellement léger. Et Polichinelle répond, léger comme un plat de macaroni avant de le manger. Voilà, et je crois très sincèrement qu'il y a un peu tout ça qui est concentré dans cette fresque immense, qui est à la fois une fresque très profondément triste et mélancolique, très profondément parodique et drôle, qui indique au moins deux choses, qui indique, la tentative de compréhension des rapports entre comédie de l'être et tragédie politique. Je crois très profondément que c'est ça qui est en lecture ici. La deuxième chose qui est comprendre la question de la singularité de la personne, par-delà le masque, c'est-à-dire que les individus politiques, les individus singuliers détruits par la politique, qu'est-ce qu'il nous reste? Et puis évidemment, qui est l'expérience fondatrice de Polichinelle, qui est la compréhension, qui est l'essence de Polichinelle, qui est la compréhension de la coexistence irrésolue des opposés.